Bah, t'as rien à manger, Axel? Bah non, je prends juste un café. Juste un café? Go! Willst du ein bisschen Kaffee? Du sprichst Deutsch, ich glaube. Ja, Ja? ja, aber ich hatte nicht gedacht, dass wir Deutsch sprechen. Aber ein bisschen Kaffee, ja, gerne. Ja? Ja? Mit Zucker oder nein? Keine Zucker, Kein Zucker. nur Kaffee. Ça fait du bien de parler un petit peu allemand. Eh bien, J'aime bien oui, cette langue, moi. c'est une langue que j'aime beaucoup aussi. J'ai fait beaucoup d'efforts pour ne pas l'apprendre au collège. Ouais. Et quand je suis allée vivre à Berlin, il a fallu réapprendre. T'as bossé à Berlin, t'as bossé en Norvège aussi, je crois. Oui, j'ai travaillé en Norvège, mais j'ai aussi travaillé en Côte d'Ivoire. J'ai vécu aux Antilles. Mon premier enfant est né au Danemark. J'ai vécu à Berlin et j'ai travaillé beaucoup en Norvège. Ouais. Et là, aujourd'hui, Aujourd'hui, j'exerce donc comme déléguée à la protection des données personnelles. En fait, je m'intéresse à la protection des données personnelles. Donc on appelle ça DPO. On appelle ça un DPO. On a donné ce petit nom qui est l'acronyme anglais, qui veut dire Data Privacy Officer. Et donc c'est plus facile à dire. Juste, je te DPO. coupe une seconde. Tu peux le redire, Virginie? Excusez-moi. Alors j'ai le Data. Protection Ah, ou Protection Officer. Ouais. Officer. Bravo. Merci. Moi j'ai dit Data Privacy, mais c'est Data Protection Officer. Bravo. Non, le risque c'était de le demander en allemand parce que là, par contre. Ouais, alors me le demande pas, s'il te plaît, Axel, ne me le demande pas. c'est- Et donc ça consiste en quoi alors? Alors c'est un métier qui est transverse un peu dans l'entreprise puisqu'on doit s'occuper d'aider ce qu'on appelle le responsable de traitement, qui est en fait le chef de l'entreprise, et les personnes qui travaillent avec lui, ou avec elle, enfin je veux dire, pour appliquer des règles en interne, pour gérer les données personnelles. Qu'est-ce que tu appelles données en fait? Qu'est-ce que tu mets dans le terme données? Il y a quoi dedans? C'est très très large puisqu'en fait dans la réglementation, dans la loi, même une loi française, la loi informatique et liberté qui existe depuis 1978, elle précise que une donnée à caractère personnel, c'est une information qui renseigne sur la personne, qui permet de l'identifier de manière directe ou indirecte. Donc à partir du moment où on a des noms, des prénoms, des adresses, des emails, on est dans des données à caractère personnel. On va imaginer, enfin c'est très concret, une entreprise qui vend des produits pour la maison, et puis les clients ont des cartes de fidélité. On a des informations qui, indépendamment les unes des autres, n'ont pas beaucoup d'importance, mais mises ensemble, elles vont renseigner sur la personne. Si la personne a acheté un coffre-fort, si elle choisit des matériaux très luxueux pour rénover sa maison, quelqu'un qui pourrait accéder à ces informations, qui aurait le nom, le prénom, l'adresse et le fait que cette personne a acheté un coffre-fort, ça va renseigner sur les biens que possède cette personne. C'est le principe de la confidentialité. Et en fait, on va toujours s'exposer à un risque de perte de confidentialité. On va divulguer à l'extérieur des informations sur l'endroit où ils travaillent, peut-être même sur leurs horaires, peut-être sur d'autres informations. Et là, juste à ce niveau-là, c'est pas très grave. Mais ce que vont faire les personnes malveillantes qui vont récupérer ces informations, c'est qu'elles vont s'en servir pour aller plus loin. Donc dans une entreprise, ça peut être pratique de connaître les coordonnées précises de quelqu'un qui a des responsabilités au niveau financier, parce qu'on va plus facilement pouvoir attaquer l'entreprise et détourner de l'argent si on sait qui est celui qui signe les chèques, ou ce genre de choses. Mais c'est-à-dire qu'il y a un lien entre DPO et cybersécurité, c'est la même chose, c'est deux choses différentes? Alors c'est deux choses différentes, ou en même temps c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait la protection des données, elle va avoir deux caractères.
on a un pilier qui est vraiment purement juridique. Est-ce que je peux collecter ces données, est-ce que je peux les traiter? Le mot traitement, c'est un peu bizarre comme mot, mais ça veut dire, à partir du moment où j'utilise, même si j'ai connaissance des données, j'ai accès, je peux lire les données, ou je les ai sur une clé USB dans ma poche, finalement, je suis en train de faire un traitement de données. Et donc, il y a tout un aspect juridique. Quelles données, pourquoi faire, comment ça se fait que j'y ai accès, est-ce que les personnes sont au courant, est-ce qu'elles savent combien de temps je vais le garder. Donc il y a tout un aspect juridique. Et puis le deuxième pilier, c'est la partie sécurité. Et là, on est dans la partie cybersécurité. Donc le DPO, il va s'intéresser à la cybersécurité ou à la sécurité informatique et même physique de l'entreprise, parce que ça va lui permettre de protéger les données pour pas qu'elles soient exploitées de manière malveillante ou accidentelle. Ça va très loin en fait ton métier. Enfin, je sais pas ce que tu en penses toi Virginie, mais c'est-à-dire qu'il faut former quelque part tous les salariés aussi à la protection des données. Il n'y a pas que le dirigeant qui va gérer l'ensemble. Comment tu fais? Parce que c'est hyper transverse en fait. C'est complètement transverse. Même c'est le comportement du salarié dans l'entreprise. C'est juste comment il utilise son ordinateur, sur quoi il va. C'est le pisté en fait sur. Mais c'est même plus que l'ordinateur parce que finalement. Son téléphone aussi. Oui, et puis on a tendance à penser que la sécurité informatique ou donc les traitements de données, c'est uniquement sur la partie informatique. Mais des données qui sont sur du papier, elles vont aussi être protégées par la réglementation qu'on appelle le RGPD, c'est le Règlement général de la protection des données. C'est un règlement européen, parce qu'en Europe, tous les pays n'avaient pas de législation au même niveau. Et donc ça permettait à certaines entreprises d'utiliser des pays qui n'avaient pas de législation pour pouvoir se positionner et utiliser des données avec plus de facilité que dans d'autres pays comme la France, qui par exemple a une loi informatique et liberté depuis 1978, ou d'autres pays qui sont déjà bien équipés. Donc pour mettre un peu tout le monde à niveau, ce règlement européen, il a repris notre législation française et il s'applique de manière uniforme en Europe. Et donc c'est transverse parce qu'on va devoir s'assurer de tous les processus de l'entreprise. C'est comment la donnée entre dans l'entreprise, pourquoi, est-ce que les personnes sont informées, et avec qui on va partager ces données, combien de temps on va les garder, avec des principes de minimisation. C'est-à-dire que moins on collecte de données inutiles, moins le risque en cas de perte de confidentialité ne sera grave. Et c'est de la sensibilisation permanente, la pédagogie. L'erreur la plus commune que tu vois, toi, dans les PME notamment, c'est quoi? C'est de penser que, justement, ils ne sont pas concernés. Ouais. Ça, c'est le plus grand problème, c'est que les entreprises, elles pensent que les données personnelles, ça concerne uniquement des grosses structures, à partir du moment où j'ai un énorme volume, ou alors des données très sensibles. Très plus sensibles, comme les CEA, les EDF, ou les grosses sociétés, le nucléaire, tout ce qui est... Voilà, des données. Le nucléaire, c'est pas forcément là où on va avoir le plus de données personnelles. Là, ça va être des données sensibles dans le sens, c'est grave si on peut attaquer un site nucléaire, c'est extrêmement grave, bien sûr. Par contre, au même niveau, on va dire l'hôpital, là on y pense, parce qu'effectivement, un hôpital, il y a beaucoup de données sensibles, il y a des données de santé, c'est extrêmement grave. Mais on utilise tous les jours des tas de choses qui traitent les données. On va utiliser des applis sur son téléphone pour faciliter le régime. On donne des informations personnelles sur le téléphone sur sa vie. Voilà. Donc ces données-là, alors les gens, l'erreur qu'ils vont faire, mais là c'est peut-être les individus plus que les entrepreneurs, les individus vont se dire « oui, mais c'est pas très grave si on sait que j'ai mangé 800 calories au dîner, quelle importance ça a ?» Mais c'est pas vraiment qu'on ait divulgué le nombre de calories que la personne a mangé, mais c'est plutôt que quelqu'un dispose d'une information qu'on a confiée en grand secret à son téléphone, on n'en a pas parlé autour de soi, et donc ça, plus une autre information, ça va permettre à quelqu'un de malveillant de faire semblant qu'il connaît la personne, puisqu'en fait, il va savoir sur quel terrain, sur quel sujet il va pouvoir
la toucher. Et ça fait des ingénieries sociales, c'est-à-dire que c'est ce qui fait les plus gros dégâts. Et les petites entreprises, elles vont être touchées pour pouvoir servir de rebond vers une entreprise plus grande, puisque regardez les grosses failles de données qu'on a eues ces dernières années ou ces derniers mois. On peut les citer comme France Travail. C'est pas France Travail qui a eu un défaut de sécurité, c'est un de ses partenaires. Donc en fait, c'est en abaissant le niveau de sécurité du partenaire, qui lui n'était pas mûr et qui était une petite structure, on a facilité, on a mis un niveau de sécurité qui était donc inférieur, et ça a permis aux pirates de passer par là. On a le même schéma, je crois que c'est pour l'URSSAF. Donc en fait, ce sont des schémas qui sont extrêmement simples à développer, et donc des très grosses structures vont tomber avec nos données à cause d'une TPE-PME qui n'avait pas la maturité. Ouais. Et qui se disait, de toute façon, je ne suis pas concerné. Oui, Je ne suis pas concernée. Voilà, Voilà, exactement. d'informations. Il y a aussi quelque chose par rapport à, je vois, on utilise de plus en plus ChatGPT, etc. On lui dit tout à ChatGPT. En plus, il est sympa, il nous répond verbalement. Et en fait, on lui livre tout. Et ça doit être un sacré problème pour toi, non? Parfois, les salariés, ils vont utiliser des versions gratuites ou des versions qu'ils ont sur leurs outils personnels. Et là, effectivement, ils vont se lâcher puisque ce sera sans être surveillé par le service informatique. Et là, on va donner à une intelligence artificielle qui a besoin de données pour s'entraîner, on va lui livrer des secrets de l'entreprise, des secrets personnels, des données personnelles, et avec ça, on va donc faire une sorte de... Elle va les malaxer, elle va effectivement nous répondre de manière très, très précise, et ça c'est merveilleux, mais on va avoir une perte d'informations donc personnelles, mais aussi des données sur la propriété intellectuelle ou des secrets d'entreprise. Ou alors, un autre danger, c'est une petite entreprise qui n'a pas de service informatique, qui a un infogérant peut-être, ou alors juste un contact qui vient le dépanner quand il a besoin d'un nouvel ordinateur. Et ils sont équipés avec des gros logiciels dont tout le monde dispose, des marques américaines, hein, tu vois de quoi je parle. Mm-hmm. Et toutes ces marques américaines, elles sont équipées maintenant d'une IA interne. Donc chouette, nous aussi on va essayer l'IA. Donc on active la licence et on met à disposition du personnel l'intelligence artificielle pour leur simplifier la vie et qu'ils puissent commencer à l'utiliser. Sauf que l'IA, elle va pouvoir aller dans tous les dossiers, et si on n'a pas su cloisonner, elle va, parce que le cloisonnement, il peut être à un certain niveau, c'est-à-dire qu'on a un stagiaire, il n'a pas accès aux fichiers des RH ou de la direction, mais l'intelligence artificielle, oui. Donc elle va aller piocher dans les dossiers des RH d'autres choses, et puis elle va ressortir au stagiaire une réponse à sa question avec des données de l'entreprise, mais auxquelles normalement il n'avait pas accès. Et ça, c'est vraiment un gros, gros piège, parce que on veut aller trop vite. Et le DPO dans des petites entreprises, si on n'a pas de service informatique, le DPO, il a quand même une culture informatique. Donc, il arrive à repérer des choses comme ça. Toutes les entreprises, tous les organismes, toutes les structures, les entités juridiques doivent être conformes au RGPD. Certaines ont l'obligation d'avoir un DPO tel qu'il est décrit dans les textes et qui doit être désigné auprès de la CNIL. Mais entre les deux, il y a beaucoup d'entreprises. Et donc, il y a des entreprises qui vont avoir du mal à se mettre en conformité, qui ne tombent pas sous l'obligation d'avoir un DPO. Et là, un DPO externe peut les aider. Et alors, ça, pour un patron de PME, TPE,
Ça coûte combien un DPO? En fait, ça va dépendre un peu du niveau de maturité. C'est toujours un peu plus onéreux au départ qu'une fois qu'on connaît l'entreprise et qu'on est dans un mode maintien de la conformité. Donc ça dépend un peu du chemin qu'il y a à parcourir. Mais c'est comme un consultant pour tous les autres sujets, que ce soit un DAF externalisé, un DSI externalisé ou n'importe quoi d'autre. On va facturer des journées. Mais il y a beaucoup de structures qui peuvent comme ça se rassembler pour mutualiser les services d'un DPO. Ou alors se faire juste aider de manière ponctuelle. Et les principaux défis que les entreprises et toi allez avoir dans les années qui viennent, c'est quoi? Ça doit devenir de plus en plus compliqué, j'imagine, ton métier. C'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a tous les jours, j'allais dire, mais c'est presque ça, en tout cas tous les ans, de nouvelles directives européennes, de nouveaux lots de lois et de règles qui sont perçues comme des contraintes, mais qui sont vraiment là pour obliger les entreprises à s'amener à un certain niveau de sécurité. Donc ça, c'est la partie cyber. On est obligé de faire monter en compétence sur ces sujets les entreprises. Et il y a l'intelligence artificielle, et tous ces sujets viennent s'entremêler. Et donc le DPO, son grand défi, c'est de pouvoir piloter entre tous ces sujets et de ne pas oublier quelqu'un dans l'entreprise, c'est de faire monter en compétence tout le monde. Et peut-être une erreur aussi, c'est de vouloir atteindre un niveau de conformité parfait, parce qu'en fait c'est quasiment, enfin c'est pas impossible bien entendu, mais ça prend du temps. Et en fait c'est pas vraiment ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une démarche, et c'est de l'amélioration continue. De faire étape par étape et de capitaliser, de pouvoir monter en sécurité, monter en pédagogie à l'intérieur de l'organisme. Et en fait, tout le monde y gagne parce que ça va mieux structurer l'entreprise. Ça se voyait beaucoup en 2018-2020, les entreprises qui réalisaient qu'en fait, il y en avait qui faisaient 2 fois la même chose, ou ce genre de petites blagues comme ça. Ou alors on gérait des fichiers énormes qui ne servaient à rien. Je pensais qu'il faut sensibiliser d'abord les employés, après les dirigeants, ou ils doivent être tous sensibilisés à ça, en fait, parce que les employés, c'est peut-être plus compliqué aussi. En fait, parfois, ça vient effectivement des employés eux-mêmes, des équipes. C'est une volonté aussi. Voilà, ça peut. Et comme ils ont une obligation, on dit, tu vois, toi, ça t'intéresse comme sujet, t'as qu'à t'occuper de ça avec le DPO, on va prendre un DPO externe, tu t'en occupes, et puis la direction, là, elle est en retrait. Et ça ne marche pas dans ces cas-là. Ouais. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas la volonté de la direction, s'il n'y a pas une gouvernance de la donnée, les choses ne vont pas avancer. En fait, si tu as un conseil à donner aux chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est d'y aller, de s'intéresser à ça. Quelque part, il y a un côté un peu RSE. C'est aussi protéger ses salariés. Alors, il y a un côté RSE, puisqu'en fait, d'abord, c'est quelque chose de responsable. C'est protéger ses salariés. Si on apprend à être plus frugal au niveau des données, on va avoir aussi des serveurs qui vont être de moindre importance. S'intéresser à la souveraineté des données, d'utiliser des entreprises européennes, voire françaises, parce que le transfert de données hors Union européenne pose beaucoup de problèmes au niveau juridique. Eh bien, du coup, ça oblige l'entreprise à se tourner vers des solutions souveraines. Finalement, ça aussi, c'est éthique, c'est du numérique responsable et c'est un cercle vertueux. Pour toi, les réseaux, c'est aussi des données personnelles qui s'en vont aussi, parce que tout ce qu'on peut mettre sur les Instagram ou les réseaux sociaux, pour moi, c'est quelque chose c'est vraiment le diable. Et en même temps, je trouve ça très pratique. Enfin, moi, j'ai été très séduite au départ, habitant au nord de l'Europe, loin de ma famille, d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, donner des nouvelles, jusqu'à ce que je comprenne un peu comment ça fonctionne et que
Alors, Parce que là, on divulgue. Hein. ben, on, Ouais, quand même, divulgue, on divulgue beaucoup, mais on divulgue pas seulement avec les réseaux sociaux, on divulgue avec la carte de fidélité Oui. au supermarché, on divulgue tout le temps. Donc si on résume, DPO c'est un vrai métier. Ah, c'est un vrai C'est métier. un vrai métier avec de vraies connaissances à la fois légales, informatiques aussi. Oui. Et en fait, n'importe quelle entreprise devrait avoir recours à un DPO quelque part. On va créer son logo, on va créer sa charte graphique, on va chercher un développeur pour proposer un projet numérique, on va trouver un comptable. Il faut passer par une petite case DPO. Un DPO, il va normalement donner un peu le périmètre. Donc souvent, on en a besoin d'un DPO quand tu réponds à un appel d'offres, par exemple. Très souvent, De on plus te en dit plus. eh ben, comment vous protégez vos données. De plus en voilà, plus. c'est- Les grandes entreprises qui ont intégré, ou alors le service public, qui a l'obligation d'intégrer donc, les enjeux de la protection des données, ils vont forcément demander à avoir un partenaire qui sait de quoi il parle. Ça va passer sur LinkedIn et sur YouTube, tout ça. On le dit que tu aimes bien le café ou pas? Eh Est-ce bien, que tu en veux d'autres? Plus chaud parce que celui-là, moi j'aime il bien doit- le café, voilà, mais je ne l'ai Mais- pas bu parce que ben je non. parlais, et Oui. j'en veux bien du chaud. Tu veux du chaud? Ouais. Eh bien écoute, merci en tous les cas. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci. Hop, ça permet de couper. Tu as vu ça un peu? Comment ça a été Ouais, fait adroitement? c'est C'est très agréable. très pro.